Je suis chercheur. J'étudie l'architecture, les chronologies de construction, l'urbanisme, les mécanismes concrets de la construction des villes, les documents officiels, les archives de presse, les permis de construire, bref, toute la documentation qui nous renseigne sur qui a construit quoi, quand et comment. Voilà mon métier. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose. De petites choses au début. Des incohérences, des dates qui ne concordaient pas, un rythme de construction qui semblait improbable. Plus j'approfondissais la question, plus ces petites incohérences semblaient former un schéma qui s'étendait sur plusieurs continents, un schéma qui laissait penser que notre chronologie communément admise de l'histoire de l'architecture était peut-être incomplète. Quelque chose d'important, ou peut-être quelque chose qui se cache. La possibilité que ces grandes constructions n'aient jamais été érigées aux époques qui nous sont attribuées, qu'elles étaient déjà là, héritées, réaménagées, affirmées. Voici ce que j'ai trouvé. Tout a commencé avec l'Exposition universelle de Chicago de 1893. L'histoire officielle est bien connue. Daniel Burnham et une équipe d'architectes ont construit une véritable ville néoclassique à Jackson Park, soit plus de 200 bâtiments répartis sur 240 hectares en 2 ans environ. Des constructions colossales. Façades richement ornées de colonnes, de statues et de détails sculpturaux à faire pâlir les maîtres de la Renaissance. Éclairage électrique intégral. Système de métro intégré. Tout cela, nous dit-on, a été construit entre 1891 et 1893. 2 ans. J'ai regardé les photographies. Non pas les fameuses vues d'ensemble que tout le monde connaît, mais les photos du chantier. Ou plutôt, les quelques photos de chantier qui existent. Et c'est là que ça devient étrange. Il n'en existe pratiquement aucune. Pour un projet d'une telle envergure, les documents photographiques relatifs au processus de construction sont étonnamment rares. Nous possédons des images des bâtiments achevés. Nous avons des images de la démolition qui a suivi. Mais la partie intermédiaire, les échafaudages, les milliers d'ouvriers, les progrès quotidiens sont minimes. Selon la version officielle, il s'agissait de structures temporaires construites avec du personnel, un mélange de plâtre et de fibres, construits rapidement, démolis rapidement. Rien de mystérieux là-dedans. Mais cette explication ne tient plus lorsqu'on examine les détails. Le Palais des Beaux-Arts, à lui seul, a nécessité un travail de moulures complexe, des colonnes corinthiennes massives, des frises détaillées représentant des scènes classiques, le genre d'ornementation qui, pour une seule cathédrale, nécessitait des années de travail pour les artisans européens. Et pourtant, on nous demande de croire que des milliers de ces éléments ont été fabriqués, transportés et installés en quelques mois. Pas des années, des mois. Et ce, alors même que Chicago développait ses infrastructures habituelles, logeait une population croissante et devait faire face au chaos typique d'une ville en pleine industrialisation. D'où venaient ces artisans? Qu'est-il devenu ensuite? Ou bien, et c'est là que les indices semblent se dessiner, n'étaient-ils pas des bâtisseurs, mais des rénovateurs? Se contentaient-ils de nettoyer, restaurer et adapter des structures existantes? La question de la main-d'œuvre est au cœur de cette histoire. Construire un ouvrage de cette envergure dans ce laps de temps aurait nécessité des dizaines de milliers d'ouvriers qualifiés, plâtriers, sculpteurs, ferronniers, électriciens. Il ne s'agit pas de simples ouvriers non qualifiés, mais de maîtres artisans. Pourtant, les registres d'emploi de cette période ne font état d'aucun afflux inhabituel de ces travailleurs à Chicago. Pas de campagne de recrutement massive. Aucune trace écrite de la provenance de cette armée d'artisans, ni de leur dispersion après la foire. Mais s'ils ne partaient pas de zéro, s'ils révélaient simplement ce qui existait déjà, caché, enfoui ou oublié, tout change. Et c'est là que l'Exposition universelle de Chicago devient incontournable, car ce schéma, la construction rapide de bâtiments d'une ornementation inouïe, accompagnée d'une documentation lacunaire, se répète. Il se répète avec une précision troublante. L'Hôtel de Ville de San Francisco, l'Opéra de Paris, le Capitole à Washington, D.C.,
Le palais législatif de Montevideo en Uruguay. Observez ces bâtiments, étudiez leur façade, l'homogénéité du style, la sophistication de l'ingénierie, l'ampleur des ornements, et examinez ensuite les délais de construction. L'Opéra de Paris, conçu par Charles Garnier, est particulièrement instructif. On nous dit qu'il a fallu 14 ans pour le construire. 14 ans, cela paraît raisonnable pour un tel édifice, n'est-ce pas? Pourtant, jusqu'à ce qu'on consulte les comptes rendus de construction, on découvre que les travaux ont été fréquemment interrompus. Des problèmes de financement ont surgi. La guerre franco-prussienne a interrompu les travaux. La découverte d'un lac souterrain sous le site a nécessité d'importants systèmes de gestion de l'eau. Avec tous ces retards, comment ont-ils pu achever les fresques complexes du plafond, les dorures élaborées, le grand escalier de marbre avec ses balustrades sophistiquées et les centaines d'éléments sculpturaux? La chronologie n'est cohérente que si la construction s'est déroulée à un rythme incroyablement rapide durant les brèves périodes de travaux, à moins qu'il ne s'agisse pas de travaux de construction, mais de fouilles, de mise au jour et de restauration antérieure à l'intervention de Garnier. Plus j'approfondissais les archives, plus je constatais cette même hypothèse. Des projets de construction ayant connu des retards avérés, des pénuries de financement et des problèmes techniques, et qui ont pourtant livré des bâtiments d'une complexité époustouflante dans les délais impartis, voire en avance. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Mais la rapidité de construction n'est qu'une partie du problème. Les matériaux eux-mêmes posent un autre souci. Nombre de ces édifices grandioses de la fin du 19e et du début du 20e siècle présentent des fondations en granit, des colonnes en marbre, des éléments en bronze et des ouvrages en pierre complexes qui mettraient à l'épreuve les méthodes de fabrication modernes. Pourtant, on nous dit qu'ils ont été construits à une époque où la principale méthode de construction consistait encore à utiliser des charrettes tirées par des chevaux et des outils manuels. Le temple de Salt Lake City, dans l'Utah, en est un parfait exemple. Sa construction officielle s'est étalée de 1853 à 1893. 40 ans, cela paraît raisonnable, non? 40 ans pour construire un temple colossal en granit au beau milieu de ce qui était alors un village désertique. Sauf que ce temple a nécessité environ 360 pieds cubes de granit. Ce granit, extrait d'une carrière située à 32 km, fut transporté par chariot tiré par des bœufs taillés en blocs précis, puis assemblé pour former une structure au mur de près de 3 mètres d'épaisseur à la base, ornée de flèches ouvragées, de maçonnerie détaillée et de finitions intérieures raffinées. Les calculs devinrent complexes. Même vers la fin du chantier, lorsque l'accès au réseau ferroviaire fut possible, le volume considérable de pierre, la précision des découpes et la complexité de l'assemblage représentaient des défis de taille considérable. C'est difficile à croire. Il ne s'agissait pas d'une construction de forteresse rudimentaire, mais d'une maçonnerie de précision exigeant le savoir-faire de maîtres tailleurs de pierre. Où sont les archives de l'exploitation de la carrière? Où sont les registres d'inventory des centaines de tailleurs de pierre nécessaires à ces travaux? Où sont les inventaires d'outillage, les listes de matériel, la documentation relative à la chaîne d'approvisionnement? Rare, fragmentaire, souvent totalement absente. Ou peut-être que ces documents n'existent pas parce que les travaux effectués n'étaient pas ceux qu'on nous a décrits. Il se peut qu'ils aient adapté des fondations existantes, déblayé les débris de structures enfouies, abandonnées ou délibérément dissimulées. Cela soulève une question simple, mais cruciale. Si ces bâtiments ont réellement été construits durant les périodes documentées, pourquoi les archives sont-elles si incomplètes? Les projets de construction génèrent une quantité considérable de documents, contrats, bons de commande de matériaux, fiches de paie, rapports d'inspection, rapports d'accident. Pour des projets de cette envergure, nous devrions être submergés de documents. On constate plutôt des lacunes, des absences curieuses, une documentation qui débute en cours de projet ou se concentre presque exclusivement sur les étapes finales. Pourquoi la documentation insisterait-elle sur les travaux de finition tout en omettant les travaux de fondation,
à moins que ces dernières n'aient déjà été réalisées. Et voici le plus étrange, ce manque de documentation est mondial et ne se limite pas aux projets américains ou européens. Partout où apparaissent ces grands édifices néoclassiques et baroques, la documentation de construction suit le même schéma. Des comptes rendus détaillés des finitions, mais peu d'informations sur les fondations. Pourquoi? Arrêtons-nous un instant sur la portée géographique de notre sujet. Entre 1850 et 1920 environ, on observe une explosion de styles architecturaux remarquablement similaires à travers le monde. Bâtiments gouvernementaux néoclassiques, théâtres baroques, guerres grandioses aux plafonds voûtés monumentaux, halls d'exposition richement décorés. Ces édifices se retrouvent dans de nombreuses villes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie, en Australie, Melbourne et Sydney. En Afrique, le Cap et le Caire. Même vocabulaire architectural, même techniques de construction, même langage ornemental, même échelle et même ambition. Selon la version officielle, cela illustre la diffusion mondiale de l'enseignement architectural occidental et de la tradition française des beaux-arts. Les architectes formés à Paris ont propagé leur savoir à travers le monde. Les puissances impériales ont exporté leurs préférences architecturales vers leurs colonies. La révolution industrielle a permis une construction rapide et simultanée partout, mais cette explication suppose un niveau de coordination extraordinaire. Pensons à la logistique. Nous parlons d'une époque antérieure aux voyages aériens internationaux, aux communications mondiales instantanées et à la standardisation de la production permettant la distribution de composants identiques à travers le monde. Pourtant, des cabinets d'architectes situés sur différents continents produisaient des bâtiments d'une telle cohérence stylistique qu'ils semblaient en suivre un langage architectural unifié, sans similitude ni influence, mais quasiment identiques dans leur approche des proportions, de l'ornementation et de l'organisation spatiale. Ces éléments suggèrent un phénomène bien plus vaste que le simple échange culturel ou l'influence coloniale. Cela suggère soit un niveau de coordination mondiale impossible avec les techniques de communication du 19e siècle, soit une origine commune antérieure à la chronologie officielle de leur construction, issue d'une tradition architecturale ancienne, celle d'une civilisation ayant bâti à une échelle et avec une sophistication dont nous avons hérité sans le reconnaître. C'est là que l'explication officielle s'effondre. Soyons clairs, ce que les archives historiques ne confirment pas. On ne constate pas de progression clairement définie. En revanche, dans une évolution architecturale légitime, on peut retracer la suite. Le style roman mène au style gothique. Le gothique évolue vers la Renaissance. On observe des phases d'expérimentation, des bâtiments de transition où les architectes tâtonnent encore, des échecs, des variations régionales dues aux matériaux disponibles et aux traditions architecturales locales. Mais ces grandes constructions de la période 1850-1920 apparaissent comme abouties. Pas de phase de prototypage maladroite, pas de période d'essai et d'erreur à l'échelle régionale. L'apparition soudaine d'une maîtrise parfaite sur plusieurs continents simultanément, comme si le savoir était déjà là, comme si les gabarits, les techniques, les systèmes de proportion étaient copiés d'un modèle antérieur. On ne trouve pas d'établissement de formation adéquat pour construire ces structures qui exigeaient des milliers d'artisans d'exception, tailleurs de pierre, plâtriers, sculpteurs, métallurgistes. Où ont-ils tous été formés? Les écoles d'architecture de l'époque, telles que documentées, n'auraient pas pu former autant de professionnels qualifiés. Les systèmes d'apprentissage n'auraient pas pu se développer aussi rapidement. Pourtant, on a trouvé, dans des dizaines de villes à travers le monde, suffisamment de maîtres artisans pour mener à bien ces projets complexes simultanément. Étaient-ce vraiment des artisans, des manœuvres, des ouvriers, chargés non pas de créer, mais de dégager, de nettoyer, de restaurer ce qui se trouvait déjà sous la terre et les débris accumulés? On ne retrouve aucune trace des filières d'approvisionnement. Marbre d'Italie, granit de carrières régionales, verre spécialisé, éléments en bronze.
Les besoins en matériaux pour un seul de ces bâtiments auraient été colossaux. Multipliez cela par des centaines de structures construites à quelques décennies d'intervalle et vous obtenez une infrastructure d'extraction, de métallurgie et de transport à l'échelle industrielle. Or, les archives minières et de transport de cette période ne reflètent pas des opérations d'une ampleur suffisante. Le nombre de carrières, la capacité de fret et l'extraction de matières premières sont insuffisants pour justifier l'ensemble de ces constructions. Les chiffres ne collent pas, à moins que la plupart des matériaux n'aient déjà été en place, intégrés à des structures existantes depuis bien plus longtemps qu'on ne veut bien l'admettre. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Nombre de ces structures font appel à des techniques de construction qui, selon notre chronologie habituelle, n'auraient pas dû être disponibles à cette époque. Ou bien, ils accomplissent des prouesses qui mettraient à l'épreuve les méthodes de construction modernes en utilisant une technologie prétendument primitive. Le dôme du Capitole des États-Unis, par exemple, une structure en fonte de 440 tonnes, assemblée à 88 mètres au-dessus du sol. Construction officielle de 1855 à 1866, en pleine guerre de sécession, alors que le pays était littéralement déchiré par un conflit interne, que les ressources étaient réquisitionnées pour la production militaire et que la main-d'œuvre était rare, ce chantier architectural colossal a pourtant pu se poursuivre et s'achever avec succès. Les tolérances d'ingénierie requises pour une telle structure sont extraordinaires. Chaque pièce de fer a dû être fabriquée avec une précision extrême pour s'emboîter parfaitement avec des centaines d'autres. Les contraintes ont dû être calculées avec une extrême précision. Trop fragile, le dôme s'effondre. Trop lourd, il écrase la structure porteuse. Cela exige une modélisation mathématique sophistiquée et une grande rigueur métallurgique. Et tout cela a été réalisé avec la technologie des années 1850. C'est ce qu'on suppose. Ou bien le dôme existait-il déjà et ce que nous voyons dans les archives historiques n'est-il que la restauration, la récupération, la réappropriation d'infrastructures existantes? Prenons l'exemple des fondations du palais de Westminster à Londres, construit sur des terres marécageuses gagnées sur la Tamise. Les dates officielles de construction, de 1840 à 1876, nous apprennent que cela a été réalisé grâce à des pompes à vapeur et au génie des ingénieurs victoriens. Mais voilà le hic. Les relevés géotechniques modernes du site révèlent des fondations d'une sophistication extraordinaire, non seulement suffisantes pour le bâtiment, mais surdimensionnées à un point qui semble excessif au regard des connaissances que les ingénieurs victoriens pouvaient avoir en matière de mécanique des sols et de répartition des charges. Pourquoi aurait-il construit des fondations bien plus solides que ne le suggéraient les connaissances techniques de l'époque? À moins qu'il ne les ait pas construites du tout, à moins qu'ils n'aient su quelque chose que nous supposons qu'ils ignoraient, à moins qu'ils n'aient travaillé à partir de spécifications provenant d'ailleurs, ou à moins, et c'est l'hypothèse qui se dégage des éléments de preuve, qu'ils n'aient rénové ou réaménagé des fondations préexistantes. Des fondations posées par des mains que l'on nous a appris à oublier. Un autre phénomène mérite d'être mentionné, peut-être le plus troublant de tous, lorsque ces gigantesques chantiers prirent fin, lorsque les expositions fermèrent et que les bâtiments furent démolis, lorsque la mode architecturale aurait soi-disant basculé vers le modernisme. Un étrange silence règne dans les archives culturelles quant à ce qui a été perdu. Les bâtiments de l'Exposition universelle de Chicago furent démolis entre 1893 et 1894. Des centaines d'édifices d'une beauté époustouflante réduits en ruines en quelques mois. Officiellement, il s'agissait de bâtiments temporaires construits pour être démolis, mais lisez les témoignages des visiteurs de l'exposition. Lisez ce qu'ils ont écrit à propos de ces constructions. Un sentiment d'admiration, la description de la perfection des formes et des proportions. Pour ceux qui les ont vus, il ne s'agissait pas de simples maquettes en plâtre, c'étaient des chefs-d'œuvre architecturaux. Pourtant, leur démolition n'a suscité que très peu de protestations, aucun mouvement de préservation.
Aucun mécène fortuné ne cherche à sauver ne serait-ce qu'un seul bâtiment. Aucun architecte ne défend la préservation de ces édifices comme exemple d'art, juste l'acceptation. Il y a consensus sur le fait que tous ces bâtiments doivent être démolis. Pourquoi accepterait-on la destruction de ce que l'on qualifie soi-même de parfaite, à moins de comprendre, d'une manière ou d'une autre, ce que ces édifices représentent réellement, à moins que ces structures ne soient la preuve d'un héritage qu'il est inacceptable de laisser perdurer? On observe le même phénomène avec les expositions universelles à travers le monde. San Francisco, 1894. Buffalo, 1901. Seattle, 1909. D'immenses complexes architecturaux construits à grands frais furent démolis presque aussitôt, sans grande résistance publique. Pourquoi? Si ces édifices représentaient le summum de l'architecture contemporaine, comme on nous le prétend, pourquoi tout le monde était-il si favorable à leur destruction? À moins que l'on sache quelque chose, à moins qu'il n'y ait eu une entente tacite, mais largement partagée, selon laquelle ces bâtiments n'avaient jamais été destinés à être permanents, non pas parce qu'ils étaient mal construits, mais parce qu'ils constituaient des preuves, témoignages d'une architecture héritée, témoignages des réalisations d'une civilisation passée présentées comme des prouesses contemporaines, témoignages de quelque chose qui nécessitait d'être géré, contrôlé et finalement effacé. Les preuves suggèrent non seulement des mystères architecturaux, mais aussi une gestion institutionnelle et concertée de la mémoire, une occultation délibérée du passé. Où cela nous mène-t-il? À des questions importantes auxquelles la chronologie officielle peine à répondre. Comment des centaines de structures ornementées ont-elles pu être construites sur 6 continents en un laps de temps remarquablement court, selon des méthodes de construction qui n'auraient pas dû permettre une telle rapidité? Ont-elles seulement été construites? Ont-elles été héritées, mises au jour, restaurées, puis présentées comme des constructions neuves? Pourquoi ces édifices partagent-ils un langage architectural si cohérent malgré les océans et les continents qui les séparent? Parce qu'ils proviennent d'une même source, des mêmes bâtisseurs oubliés, d'une même civilisation disparue. D'où venait cette main-d'œuvre considérable d'artisans qualifiés et où est-elle passée? Étaient-ils simplement des équipes d'entretien, de nettoyage, des ouvriers chargés de rendre présentables d'anciennes structures plutôt que d'en créer de nouvelles? Pourquoi la documentation relative à la construction est-elle si fragmentaire pour des projets qui auraient dû donner lieu à des archives exhaustives? Parce que le véritable travail n'était pas la construction, mais la dissimulation de la vérité sur les origines de ces bâtiments. Comment des prouesses d'ingénierie ont-elles été accomplies, remettant en question notre compréhension des technologies de l'époque? Puisque ces technologies n'étaient pas propres à cette période, pourquoi y a-t-il eu si peu de résistance à la démolition de bâtiments que les contemporains qualifiaient de merveilles architecturales? Parce que ces bâtiments racontaient une histoire qu'il était impensable de laisser perdurer. Et, plus important encore peut-être, qu'y avait-il avant? Car c'est là la question fondamentale. Il ne s'agit pas de savoir comment ces bâtiments ont été construits, ni quand, ni par qui, ni dans quel mouvement architectural, ni selon quelle méthode de construction. Juste un nombre. La vraie question est, de quelle tradition architecturale ont-ils hérité? À quel système de connaissances ont-ils puisé? Quelle civilisation a laissé derrière elle ces édifices? Et pourquoi nous a-t-on appris à l'oublier? Qu'y avait-il avant le début de notre chronologie officielle? Je continue d'étudier ces bâtiments, d'examiner les photographies, de lire les rapports de construction, cherchant des réponses dans les lacunes des explications officielles. Et les lacunes sont là, indéniablement, de façon constante, à travers les continents et les décennies. Le schéma se répète avec une précision troublante. Des structures sophistiquées paraissent achevées, une construction rapide accompagnée d'une documentation lacunaire, une coordination stylistique mondiale suggérant une source unique, puis un abandon et une démolition soudain de ces approches architecturales au profit du modernisme. Quelque chose s'est produit, un processus qui a légué des bâtiments que nous utilisons encore aujourd'hui,
tout en s'appuyant sur une chronologie de construction qui ne résiste pas à l'analyse. Un processus qui a nécessité d'expliquer l'architecture de toute une civilisation en l'attribuant à quelques décennies d'ingénierie victorienne. Peut-être ces bâtiments sont-ils des vestiges, des reliques d'un monde dont on nous dit qu'il n'a jamais existé. Ce que nous appelons construction était peut-être en réalité des fouilles. Ce que nous appelons génie architectural était peut-être en réalité un héritage architectural. Je ne prétends pas savoir de quoi il s'agissait, mais je sais que ces questions sont pertinentes. Je sais que les incohérences sont bien réelles, et je sais qu'une fois qu'on commence à percevoir ces schémas, les documents manquants, les chronologies impossibles, la coordination mondiale, les paradoxes technologiques, la possibilité que nous ayons hérité plutôt que construit, on ne peut plus les ignorer. La version officielle est, à tout le moins, incomplète. Tout porte à croire que ce récit est délibérément incomplet. Et quelque part, dans ces lacunes, dans ces silences architecturaux, dans ces démolitions précipitées et ces archives fragmentaires, se cache une autre histoire. L'histoire de qui nous étions avant de devenir ce que l'on nous dit que nous sommes. L'histoire de ce que nous avons découvert enfoui sous terre, de ce que nous nous sommes appropriés, de ce que l'on nous a appris à attribuer à nos ancêtres récents plutôt qu'à une civilisation antérieure. Une histoire gravée dans la pierre, le bronze et le verre, si seulement nous apprenions à la déchiffrer. Les édifices sont encore debout, pour la plupart, témoins silencieux et patients d'une histoire que nous avons peut-être oubliée, que l'on nous a incité à oublier ou que nous n'avons jamais vraiment comprise. La question n'est pas de savoir si quelque chose a été caché, mais quoi exactement et pourquoi. Ces structures nous appartenaient-elles dès le départ ou les avons-nous simplement héritées de nos prédécesseurs?